Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet que je trouve épineux et peut-être que vous saurez m'éclaircir dans les commentaires. Je suis en train de lire un livre sur le rapport entre l'utilité et l'argent. Le livre s'appelle Your Money or Your Life, donc le choix entre ta vie et ton argent. L'idée, c'est que c'est un livre qui essaye de discuter effectivement des biais cognitifs qui nous poussent à accumuler de l'argent en espérant en extraire de l'utilité, alors même que nous n'en faisons pas forcément un très bon usage. L'exemple typique, c'est la personne qui va mettre de côté beaucoup trop d'argent pour sa retraite, qui va travailler très dur, qui va se détruire la santé, et qui, une fois arrivé à la retraite, n'aura même pas la condition physique et mentale suffisante pour profiter de son épargne. On est à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas une bonne manière de dépenser son temps, de suivre ce passage-là. Cependant, trouver le juste milieu, eh bien c'est très compliqué. Parce qu'il y a plein de facteurs qui font que l'argent, bien que on ait envie de dire que 1 euro égale 1 euro et 2 euros c'est deux fois mieux que 1 euro, il y a plein de réalités dans nos vies qui font que ça n'est absolument pas le cas. Premièrement, il y a la question effectivement que j'évoquais, c'est-à-dire la question de la vieillesse, la question de la fatigue mentale et psychique ou même physique. L'idée c'est que pour les personnes qui ont une approche, j'ai envie de dire, conservatrice de l'épargne et qui souhaitent atteindre l'indépendance financière, il y a cette idée que je partage, selon laquelle les euros épargnés tôt dans la vie sont les euros les plus rentables puisque ce sont les euros qui auront l'occasion de faire marcher un maximum les intérêts composés. Si vous prenez un taux de 7% de rendement par an, eh bien vous vous rendez compte qu'il vous faut 10 ans pour doubler votre argent. Concrètement, on se retrouve donc avec un choix qui est extrêmement intéressant. Ce mois-ci, par exemple, je me retrouve avec une quantité d'argent disponible que je n'ai pas dépensé pour me nourrir, pour me loger, pour me déplacer. C'est une quantité d'argent qui est disponible, admettons 1000 euros. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc j'ai 1000 euros. Je peux dépenser ces 1000 euros aujourd'hui, lorsque j'ai 25 ans, ou je peux les placer et les utiliser dans 10 ans. Dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Et donc, j'aurai potentiellement 2000 euros. Donc j'ai le choix à chaque fois entre une quantité d'argent face à un état de santé lié à mon niveau de vieillesse. Et si on voit que eh bien, j'ai 2000 euros à 35 ans, je pourrais en avoir 4000 à 45, 8000 à 55, 16 000 à 65, 32 000 à 75 ou 64 000 à 85. Pourtant, il ne semble pas évident que le trade-off entre 2000 euros à 35 ans et 64 000 euros à 85 ans, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 64 000 euros à 85 ans, c'est pas 32 fois mieux que 2000 euros à 35 ans. Et on pourrait même, je crois décemment, argumenter que 2000 euros à 35 ans, bah, c'est bien mieux que 64 000 euros à 85 ans, parce que quand bien même tu aurais 64 000 euros qui tomberaient du ciel à 85 ans, qu'est-ce que tu pourrais en faire? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une telle somme d'argent qui nous donnerait plus d'utilité que 2000 euros qu'on aurait dépensé à 35 ans en pleine force de l'âge. Donc il y a cette question de la vieillesse qui est fondamentale et qui du coup pose la question du à partir de quand on arrête? À partir de quand on sort de cette phase d'accumulation pour rentrer dans une phase de décumulation ou une phase de préservation du capital, en tout cas une phase où l'objectif n'est plus forcément d'avoir plus, mais est de profiter de ce que l'on a déjà. Donc ça déjà c'est une vraie question à laquelle j'ai pas forcément de réponse et à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. Je tente à penser que euh, les faibles sommes, malgré qu'elles soient faibles, sont bien plus intéressantes à un âge faible que de grosses sommes à un âge avancé, mais après ça peut se discuter. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Quand on compare des grosses sommes avec dans longtemps ou de faibles sommes maintenant. C'est le fait que quand on regarde une somme d'argent donnée, la première partie de cette somme est toujours plus efficace en termes d'utilité que la deuxième. C'est-à-dire que si on a un budget de 2000 euros,
eh bien, on va être capable, avec les 1000 premiers euros, euh, d'obtenir de l'utilité de manière très efficace. Par exemple, on va pouvoir se loger, on va pouvoir manger, et ça, en termes de, si on essaie de quantifier l'utilité que ça représente, c'est immense. Alors que finalement, le deuxième millier d'euros, de 1001 euros à 2000 euros, il va nous permettre de vivre peut-être dans un peu plus grand, ou peut-être d'avoir une voiture, ou peut-être d'avoir des plus beaux vêtements, ou peut-être d'aller au restaurant, enfin, d'avoir potentiellement des plaisirs, mais des plaisirs qui sont sans commune mesure avec passer de l'état de j'ai rien à j'ai 1000. Donc ça, c'est un deuxième argument qui tente à pousser vers la sélection de l'utilisation de l'argent tôt, bien qu'il n'ait pas encore grossi grâce aux intérêts composés. Et il y a un troisième facteur qui, là encore une fois, va dans cette direction, c'est la question du risque. Le risque tel qu'il soit. On peut parler du risque économique, le risque de la crise économique, parce que là, euh, on est sur un cadrage qui dit qu'on peut espérer obtenir 7% par an après inflation. Oui, c'est vrai au cours du dernier siècle, mais rien ne dit que ce sera vrai dans le siècle à venir. Et il y a beaucoup de raisons de penser qui sont rationnelles et des arguments euh, qui peuvent expliquer que la croissance que l'on a vécue lors du siècle passé est une croissance que l'on a extrait notamment des ressources environnementales et que, de par leur raréfaction, on ne va pas être en mesure d'extraire la même quantité de ressources dans le siècle à venir, et donc la croissance, par définition, ne sera peut-être pas alignée avec ce qu'on a connu par le passé. On peut aussi défendre la thèse selon laquelle elle sera peut-être 10 fois plus grande suite à des découvertes technologiques. C'est pas inenvisageable non plus. Néanmoins, il y a un risque, il y a une crédence qu'on doit accorder. Alors peut-être qu'on dit 0,1%, peut-être qu'on dit 0,0001%, peut-être qu'on dit 50%, mais selon laquelle la crise économique peut largement dégrader le rendement, et dans ce cas-là, eh bien, les gros chiffres qu'on imaginait toucher plus tard eh bien, ne seront peut-être pas si gros que ça, voire même seront plus faibles dans le cas d'une crise économique prolongée où il y aurait une baisse des actifs qui ne tendrait pas à rebondir de manière inéluctable. Donc ça, c'est le premier risque, c'est le risque économique. Ensuite, il y a le risque personnel. Il y a le risque que la probabilité que je me fasse défoncer par un bus dans les 10 prochaines années est inférieure à la probabilité que je me fasse arracher par un bus dans les 50 prochaines années. Donc par définition, je dois prendre en compte ce risque, un risque personnel, un risque d'accident et un risque... Ça peut même être un risque idéologique, c'est le risque que je change d'avis totalement sur ma manière de voir les choses, et donc avoir fait ce pari sur l'avenir, peut-être, n'a pas de sens. Donc ça, c'est le deuxième risque, c'est le risque personnel. Et après, il y a le risque civilisationnel. Alors ça, c'est un risque qui est largement lié à la question environnementale actuelle et la viabilité de notre modèle de société. Où là encore, on peut se dire, quand bien même j'arriverais à avoir à 85 ans 64 000 euros, si tant est que l'économie ait tenu le coup, si tant est que moi j'ai tenu le coup au niveau des risques personnels, eh bien peut-être que la civilisation sera tellement différente que même être riche à ce moment-là, ça ne vaudra pas la peine par rapport à être un peu moins riche mais avant. Donc en fait, tous ces facteurs, ils tendent à aller clairement au contraire de la logique conservatrice, de la logique de l'épargnant, de la logique de l'indépendance financière telle qu'on la dépeint. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que euh, ce sont des arguments qui se font clairement l'avocat du diable et qui tendent à dire que la dépense à l'instant T est tout sauf absurde, si tant est que cette dépense est associée à de l'utilité. Bien entendu, parce que si vous dépensez votre argent dans des abonnements que vous n'utilisez pas ou dans des fast-foods que vous n'appréciez même plus et qui vous rendent malade, là évidemment il n'y a pas d'utilité. Et donc finalement je me pose cette question, je me dis, très bien, admettons que 1000 euros dépensés maintenant, ce soit la meilleure manière de faire de l'utilité, et donc non pas de les investir pour en avoir 2000 ou 4000 plus tard. Et là en fait je suis face à un paradoxe euh, alors qui pour le coup est assez personnel et évidemment est lié à la personnalité de chacun. Euh, mais aujourd'hui, ces 1000 euros, je ne sais pas comment les dépenser pour augmenter mon utilité. Je ne sais pas.
je n'ai pas envie de partir en vacances avec ces 1000 euros. Je sais que ça ne me procurerait pas du tout de bonheur. J'ai pas envie d'aller au restaurant avec ces 1000 euros, mais vraiment pas. Ça me tente pas. J'aurais plus d'utilité. C'est même pas que ça serait une mauvaise dépense avec une faible utilité. Je pense que ça aurait réellement une utilité négative. C'est-à-dire que le fait de s'organiser pour aller au resto, manger dehors, pas choisir ce qu'on mange, pas, pas gérer le tout de A à Z, que ce soit d'autres personnes qui te servent, qui nettoient ta vaisselle et tout. Non, en fait. Donc, je pense que ça créerait vraiment une utilité négative. Et c'est le cas de beaucoup de dépenses auxquelles je pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de dépenses auxquelles je ne pense pas. Clairement, je pense. Mais voilà, je pense à tout ce qui est dépenses de vêtements, à peu près tout ce qu'on peut trouver dans un supermarché, dans une galerie commerciale. Il n'y a pas un seul magasin dans lequel j'ai envie de rentrer pour dépenser mes 1000 euros qui va me donner de l'utilité. Et je vois pas quel type d'expérience. Parce que j'ai l'impression que voilà, la réponse à cette question, elle est vraiment toute trouvée. C'est le voyage pour tout le monde et pour tous, en tout lieu, en tout temps. Euh, mais moi, le voyage, ça me fatigue, quoi. Rien que de penser m'organiser pour voyager, ça me fatigue déjà. Et ça me saoule déjà. J'ai juste pas envie. Et j'ai vraiment ce sentiment et cette profonde conviction que le voyage, il a beaucoup plus de sens en nous que à l'extérieur, plus loin, plus exotique, plus différent. Je pense vraiment qu'on peut découvrir ce qu'il y a de plus intéressant justement en restant ici et en restant ancré dans notre réalité, notre condition, notre esprit. Donc une fois qu'on a dit ça, très bien, mais ça ne résout pas la question. Et donc en fait, je suis face à ce paradoxe où, bah, au fond, ces 1000 euros, aujourd'hui, à 25 ans, je peux bien accepter théoriquement que la manière la plus efficace de générer de l'utilité, ça serait de les dépenser aujourd'hui, mais en fait, je ne sais pas où les dépenser. Du coup, eh bien, je les épargne pour en avoir plus demain, compte tenu de l'ensemble des risques que j'ai évoqués auparavant, en espérant que, entre les deux, eh bien, j'ai trouvé une utilité à cet argent. Parce que si je me retrouve avec 4000 euros à 45 ans ou 2000 à 35, mais que dans l'entre-deux, bah, j'ai pas trouvé des activités qui puissent générer de l'utilité en échange d'argent, on n'avance pas en fait. Donc ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment une question qui me taraude. Donc si vous avez des idées de dépenses qui puissent potentiellement générer de l'utilité maintenant, et ben, je suis preneur, hein, je lirai vos commentaires avec attention. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et puis je vous dis ciao!